Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui n'a rien d'amusant, et qui est une annonce de jours qui ne vont pas être parmi les plus beaux et les plus brillants de notre histoire, qui va demander une grande abnégation, un grand sacrifice. Je veux dire que nous sommes entrés dans une époque, nous avons été dépossédés, pourrait-on dire, de la royauté, de cette royauté d'un roi qui était le père de son peuple, qui vivait selon des lois saintes, selon les lois de l'Église, constituait son peuple autour de cette figure de ce père, qui était le roi de France, qui était d'une certaine manière comme le fils aîné de l'Église, le fils de l'Église. Saint Louis, fils de l'Église, mais Louis XVI aussi, fils de l'Église. On disait aussi quelquefois fils aîné de l'Église, non pas en parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le fils aîné du Père, qui est le frère d'une multitude, le fils aîné d'une multitude. Mais on appelait le roi de France le fils aîné de l'Église, en ce sens que la France, le royaume de France, dont le premier roi des Francs a été baptisé en 496, le royaume de France était la fille aînée de l'Église, qui vivait selon les lois saintes, les commandements saints de Dieu, bien sûr, dans les limites humaines, dans les limites de ce qu'est notre humanité, qu'on soit roi, qu'on soit grand seigneur, qu'on soit un soldat renommé, qu'on soit un saint, on a toujours les limites humaines, mais ces limites humaines, secondées, encore secondé est un terme peut-être malvenu, par cette grâce de Dieu sur laquelle rien n'est possible. Par cette grâce de Dieu, tout est possible. Les plus grandes œuvres, les plus belles œuvres, et de tenir dans un sens de la justice, avec ce discernement des choses justes et vraies, des choses saintes, permettait d'avoir une justice véritable, et sans haine. Il y a toujours eu des partisans de la haine, toujours eu des rebelles injustifiés. Il y a toujours eu des résistants aussi. Lorsqu'il y a eu les différentes occupations du royaume de France, il y a toujours eu des résistants. Il y avait une série où on voyait Thierry Lafronde. Il y a Robin des Bois, Thierry Lafronde, des gens qui se lèvent et qui se lèvent en résistance face à un occupant illégitime, à un occupant injuste, de façon à ce que cette justice, si elle n'est plus organisée selon les lois de l'État, puisse encore être vécue, puisse combattre pour la justice. Les affamés, les assoiffés de justice, ils en seront rassasiés au ciel. Parce que nous aurons bien combattu ici-bas les armes à la main. Quand je dis les armes à la main, c'est l'expression que saint Vincent de Paul utilisait pour parler des filles de la charité, qui étaient sans cesse à leur ouvrage, sans cesse aux œuvres de charité. Et il fallait qu'elles meurent, les armes à la main, c'est-à-dire dans ces œuvres divines, au milieu de ces occupations, de ces œuvres divines. Non pas comme des oisifs, mais des gens qui œuvrent pour le royaume des dieux, non pas les mains dans les poches ou les bras croisés, mais œuvrant pour le Seigneur. Ainsi, tous ceux qui ont résisté à des régimes oppresseurs, véritablement oppresseurs. Il ne s'agit pas de vouloir imposer le péché, l'iniquité, dans un règne de justice, et à se sentir opprimé parce qu'on est injuste, et que la justice va faire peser sur nous son joug.
pour nous corriger, pour nous amender. Ainsi, celui qui veut dérober, attaquer des caravanes, attaquer des banques, etc., va se trouver opprimé. Qu'est-ce que c'est que ces policiers qui viennent nous empêcher de faire nous larcins, d'aller assassiner, d'aller prendre ce qui ne nous appartient pas? Et oui, ceux qui sont dans l'œuvre d'iniquité vont trouver aussi une oppression. Ils vont trouver qu'il y a une oppression, que c'est un régime oppressif. Ils vont dire ce sont des fachos. Oui. Nous sommes pour la liberté d'attaquer les banques, tous ces richissimes, tous ces banquiers qui ont les sous des gens. On va leur prendre les sous, ce sera à nous. Ah, ça sera juste. Donc il faut faire bien attention. Aujourd'hui, le fait marquant, je vais aller au centre, le peuple de France est attaqué dans ce qu'il y a de vital lui-même, pour son existence, dans son existence. Et ce que je dis n'est pas une invention. Ce que je dis n'est pas une invention. Nous avons une force, de la même façon que avant la Révolution française, il y avait une force, mais qui n'était pas si grande que celle d'aujourd'hui, et qui pourtant a réussi à mettre le chaos dans toute l'Europe, à abattre indignement les personnes les plus saintes, à les assassiner, à les tuer, sous couleur de justice, avec les formes, la guillotine, des centaines des milliers de gens qui assistaient à ces exécutions. Et on avait l'impression que la justice s'exerçait contre ces mauvaises personnes qui étaient déclarées iniques, déclarées des tyrans, déclarées des personnes odieuses qu'il fallait abattre. Et oui, aujourd'hui c'est le peuple français qui est déclaré le peuple odieux, le peuple de fascistes. Oui, ce peuple français qui ne demande qu'à exister et qui se voit attaqué dans son essence, dans ce qu'il est, dans sa culture, bientôt dans sa langue, pour ceux qui ont encore un fond chrétien dans leur religion. C'est ce que je vais montrer dans tout cet entretien, pour montrer quel est le véritable combat auquel nous sommes confrontés. Donc je tiens à rappeler certaines choses qui sont de l'histoire. En général, les révolutionnaires n'ont pas froid aux yeux. Et pour eux, les vies humaines ne comptent pas beaucoup. Ils ont leurs idéologies qui sont leur prétexte à la haine, car c'est la haine qui les anime. Ils veulent abattre. Mais ce qu'ils reconstruisent après est au gré du vent. Ils ont abattu leur royauté, ce n'est pas eux qui ont rétabli la République, parce qu'il n'y a pas eu de République. Napoléon a succédé à la Révolution. Il a rétabli un certain ordre. Au milieu d'une Europe qui s'était coalisée contre cette France. Il a régné partout son iniquité publique, son iniquité, face au commandement de Dieu, face aux préceptes divins les plus sacrés, pour mettre ces nouvelles lois. Mais ces nouvelles lois, ce qui étaient en fait les lois du profit, comme nous l'avons vu. En Angleterre, la révolution qu'il y avait eu avait permis d'installer la bourgeoisie, qui avait exproprié par le moyen de son parlement, c'est-à-dire cette haute bourgeoisie ou cette noblesse, je ne sais pas ce que ça pouvait être comme qui avait exproprié tous les petits paysans et ne laissant que les très grandes propriétés, de manière à ce que cette masse paysanne et les petits manouvriers qui étaient autour de ces fermes se sont trouvés sans travail et se sont trouvés à aller dans ces lieux de ces nouvelles manufactures tenues par cette bourgeoisie qui avait le Parlement. C'est ce que Voltaire appelait les Lumières. Nous avons vu des gens, et là on ne peut pas dire que ce n'était pas une sorte de guerre au peuple. Ce peuple a été réduit en esclavage. Nous avons vu des enfants
enfants de moins de 10 ans, aller dans les mines, les femmes, les enfants, les parents, le père, la mère, pour presque rien, pour une misère. Ils avaient été expropriés, on leur a donné d'aller travailler dans ces manufactures pour une misère. Ils étaient dans la misère. Il fallait fanatiser ces gens pour abattre ensuite cette puissance qui résistait, cette puissance de l'argent naissante, parce que comme ces manufactures tournaient avec une main-d'œuvre peu chère, les prix des produits étaient hors concurrence. Il fallait pouvoir augmenter cet empire de l'argent, et il fallait abattre la puissance qui s'opposait moralement à ce règne de l'argent. France, le royaume de France, puissance principale, puissance universelle car sa langue était universelle. C'est ainsi qu'on a utilisé le français pour répandre les idées révolutionnaires à travers l'Europe. Ces déclarations des droits de l'homme qui, dans leur forme, ont deux tables, ressemblaient étrangement aux commandements de Dieu, non pas pour rappeler les commandements de Dieu, mais pour se superposer, pour effacer les commandements de Dieu et se mettre à la place. L'homme à la place de Dieu dans cette nouvelle cité. L'homme, au gré de ses aléas, au gré de ses dirigeants, qui disaient « le peuple est souverain », mais le peuple était représenté par eux, et en fait le peuple agissait selon les caprices de ses dirigeants. Et aujourd'hui, nous en sommes à des idéologies que nous avons vues n'ont aucun fondement. Nous avons vu hier ce qu'il en était de Marx, mais sur quoi il fondait, sur quoi il s'appuyait. Ici, par exemple, l'ouvrage de Darwin est très important, il me sert à fonder par les sciences naturelles la lutte des classes dans l'histoire. La lutte des classes dans l'histoire. Donc, à expliquer à la fois la lutte des classes par le passé, mais aussi à la préparer pour l'avenir. Maintenant, je voudrais en arriver à ce qui nous concerne plus particulièrement. Je commencerai par une phrase d'une de ces intellectuels de ce camp contre la France et contre le peuple français, et je dis bien contre le peuple français, car elle le dit explicitement. Elle s'appelle Houriya, c'est presque le nom d'une vierge. Pour les musulmans, les houris, ce sont les vierges, que les martyrs qui auront tué pas mal d'incrédules, d'impies, pourront aller non seulement contempler, mais je ne sais pas ce qu'ils feront, en tout cas, ils verront des houris, ces vierges promises au paradis de l'islam. Houris, Bouteldjihad. Alors, c'est Bouteldja. Moi, je rajouterais presque djihad. Bouteldjihad, car c'est vraiment une guerre. Sauf qu'elle n'est pas sainte. Une guerre inique. Une guerre inique, qu'ils pensent être sainte, comme tous les révolutionnaires. Ainsi, voici ce qu'elle dit. Les petits blancs n'en ont plus pour longtemps. Intéressant de voir quelle perspective. Ces gens qui viennent d'un autre pays, quand ils arrivent en France, quelle est leur intention? Les petits blancs n'en ont plus pour longtemps. Et tout cela au nom d'un antiracisme qui va servir de fond à toute cette guerre contre ces racistes, que sont bien sûr les Blancs, qui sont comme une forteresse du racisme. Et tout Blanc, bien sûr, est raciste, c'est-à-dire qu'il n'est plus le roi qui est à la vindicte du peuple, qui va passer la guillotine. Ce n'est plus la noblesse, ce ne sont plus les prêtres, ce ne sont plus les religieuses qui vont passer à la guillotine en disant que ce sont des personnes abominables, des fanatiques qu'il faut abattre pour qu'enfin puisse vivre de cette liberté. La liberté ou la mort. Ceux qui ne veulent pas, ceux qui ne sont pas du camp de la liberté, on va les tuer. C'est ce que veut dire cette devise, je vous le répète, la liberté ou la mort. Voici les révolutionnaires. Donc dans ce sens de la révolution, n'oublions pas que Lénine disait
que périssent 98% des Russes pourvu que la révolution triomphe. Voilà où sont prêts à aller tous ces grands esprits révolutionnaires. Et Pol Pot était aussi dans cette lutte des classes, dans cette lutte, n'était pas la lutte des races, mais il faut la lutte. Le principal, c'est ça. Il faut conflictualiser tout. Il faut tout conflictualiser de façon à battre l'ennemi et à régner à sa place dans une hégémonie politique totale. Et c'est le but, c'est l'objectif. Je répète cette phrase de cette dame. Les petits blancs n'en ont pas pour longtemps. Bon, peuple de France, peuple français qui avait accueilli volontiers un bon nombre d'étrangers qui venaient aimablement. Un certain nombre sont venus aimablement. Sachez qu'il y en a d'autres qui ne sont pas venus aimablement, mais qui sont venus avec ces intentions. Les petits blancs n'en ont plus pour longtemps. Et je citerai d'autres phrases de cette dame, car j'en ai trouvé d'autres. J'en ai trouvé d'autres qui sont aussi réjouissantes. Encore faut-il les retrouver. Je passerai plutôt, pour continuer ce que je dis, à Mélenchon. Je vous ai dit, une hégémonie politique, c'est-à-dire qu'on prend le pouvoir par des conflits de classe ou de race, peu importe. Là, il s'agit d'éliminer les Blancs, éliminer le peuple de France pour mettre à sa place, pour régner à sa place, sur sa terre, Alors il faut savoir que les universités sont acquises à toutes ces idées-là. Je vais prendre ce qui est du domaine intellectuel qu'on appelle en général la gauche, parce que la gauche, c'est le domaine intellectuel, il faut quand même le savoir. Mais c'est ce que dit donc Mélenchon au sujet de cette hégémonie politique qu'ils veulent établir. Ils le disent. La voie révolutionnaire choisie au Venezuela, comme dans les autres pays, donc la voie révolutionnaire, c'est pas la voie démocratique. Non, c'est la voie de la force. La révolution, c'est la force. On se sert de certaines classes comme main-d'œuvre pour abattre les obstacles. On les trouve dans les rues, à tout casser, à brûler, assassiner, à faire pression, pour donner plus de force au discours, plus de conviction au discours, plus de crainte à ceux qui ne partagent pas ces convictions et qui se trouvent du fait dans le mauvais camp, mais qui n'osent rien dire et qui ne sont pas armés, ni spirituellement, ni spirituellement, ni idéologiquement. Car ces gens-là ont tout un discours idéologique qui se tient. Ils ne se rendent pas compte que c'est le discours de la haine, mais c'est le discours de la haine, c'est leur moteur. Mais c'est un discours de haine qui trouve une cohérence, qui veut s'appuyer sur une sorte de science. Par exemple, là, nous avons Marx qui s'appuie sur l'évolution de Darwin, établie comme une science. Et nous l'avons vu, qui n'en est pas. Il y a toujours les chaînons manquants. Nous voyons que dans la constitution du matériel des gènes, eh bien, nous voyons que dans chaque espèce, ce matériel est à peu près identique dans tous les individus, mais que d'une espèce à une autre, ce matériel est de grandes différences, qui à peu près de l'ordre de 5%, alors que entre individus, on en a entre 0,5%. Donc ça fait une grande marge entre les espèces, comme un petit peu le chaînon manquant, pour ce qui est de la paléontologie, de l'étude des fossiles. Et nous voyons que ce chaînon manquant signifie tout simplement que, scientifiquement, on n'arrive pas à démontrer le lien entre les différentes espèces, comme d'une évolution progressive.
Donc ce n'est pas une science. Il n'y a rien de démontré. Comme les strates que je rappelais hier, je ne veux pas tout revenir. Mais peu importe, le sens idéologique s'alimente de choses vraies ou fausses, qui veulent être établies sur la science, vraies ou fausses. Par exemple, en ce moment, on nous parle de réchauffement climatique. On parle de réchauffement climatique. Nous sommes au mois de juillet. J'ai pris hier que le relevé, aujourd'hui c'est à peu près le même temps. Moscou, 21 degrés, c'était là l'après-midi. Moscou, 21 degrés. Nous sommes le 23. J'ai pris ces mesures le 22. À Rennes, 21 degrés. Vannes, 19, 18, 17 degrés à peu près. Rome, 33. Marseille, 31. Pékin, 29 degrés. Israël, 32 degrés. Argentine, 15 degrés. Pôle Nord, 24 degrés, parce que c'est l'hémisphère nord, et que nous sommes en été dans l'hémisphère nord. Pôle Sud, moins 39. Sahara algérien, 29 degrés. Imaginez, je pensais qu'il faisait bien plus chaud. Afrique du Sud, 19 degrés. New York, 28 degrés. Nous sommes en été. Si vous regardez l'ensemble de ces températures, vous ne trouverez pas qu'il y a un réchauffement climatique extraordinaire. Mais cependant, vous regardez autour de vous, mais on va vous arriver à convaincre qu'il y a un réchauffement climatique. Il y a un réchauffement climatique. Et donc ça fait partie de la tyrannie révolutionnaire qui va devoir s'imposer. Sous prétexte de science. C'est une nécessité. Le réchauffement climatique, c'est une chose acquise et qui est très urgente. Il faut vraiment travailler pour, et tous ceux qui ne sont pas pour sont vraiment la lie du peuple qu'il faut abattre. La lutte des classes. On divise pour régner. C'est ce combat qu'on veut mener. Donc on met un coin de division dans le peuple, c'est une façon de l'écraser. On va amener les masses, la masse révolutionnaire qui va aller dans la rue, brûler, saccager, parce que c'est le réchauffement climatique et qu'il y en a qui résistent. Vous avez en ce moment les réserves d'eau que font certains paysans. Voilà. Là, c'est la grande animation. Vous avez des cortèges de plusieurs milliers de gens, de dizaines de milliers de gens, qui viennent de France, qui viennent d'Europe, qui viennent du monde entier, et qui ravagent, qui vont casser des petites supérettes ou les abîmer, qui vont dans des serres où on se sert à cultiver. Les paysans mènent une vie difficile. Cela fait à peu près 50 ou 60 ans que l'État cherche à les faire disparaître, pour en faire une agriculture industrielle. Donc on a toujours favorisé l'héritage des grands paysans, des grands propriétaires, comme en Angleterre. Et de façon à faire disparaître les plus petits, mais ils tiennent encore. Nous en étions, il devait y avoir, je ne sais plus en quelle année, dans les années 50 peut-être, 2 500 000 exploitations, chose de ce genre. Aujourd'hui, nous en sommes à peu près à 450 000 exploitations. Donc on travaille à les faire disparaître. Ils ont des conditions, ils travaillent tous les jours, il faut qu'ils soient auprès de leurs bêtes, pour ceux qui ont des élevages. Tous les jours. Alors on accuse bien sûr que leurs bêtes polluent. Hein, ce sont les vaches qui polluent, ce ne sont pas les usines, ce ne sont pas, non, ce sont pas les voitures, ce ne sont pas les gens qui mettent le chauffage, ce ne sont pas les ordinateurs, non, ce sont les vaches qui pètent, qui polluent. Donc il va falloir mettre une taxe sur les vaches pour accroître la pression sur les paysans. C'est cette classe qu'il faut faire disparaître, cette classe archaïque qu'il faut faire disparaître. Et cette classe qui est pourtant l'âme de la France, qui a toujours été l'âme de la France. Il faut abattre la France. Les petits blancs n'en ont pas pour longtemps. Et donc tout va être bon pour abattre. Et toutes ces colonnes, presque comme des colonnes infernales, on va les voir comme des sauterelles arriver dans des villes, jusque dans les campagnes. Et quelquefois, ils ont leur petit lopin de terre. Je pense que souvent, ils sont rémunérés au RSA, parce qu'ils doivent avoir un petit travail. Si ce sont des écologistes, peut-être ils ont un petit lopin de terre, et puis ils en vivent à moitié, puis l'autre moitié, c'est un subside de l'État. Les paysans de génération se sont transmis ces terres à exploiter. Et c'est souvent un travail très pénible et difficile. Ils ne prennent pas beaucoup de vacances. Jusqu'à récemment, ils ne prenaient quasiment jamais de vacances.
Et là, nous avons ces bandes armées de leurs gourdins, armées de leurs accordéons pour danser, pour s'amuser, puis pour ravager les cercles, comme on le voit en témoignages, pour incendier des champs, pour casser le matériel. Nous les voyons arriver et rendre impossible la vie de ces paysans. Au lieu d'agir par de simples lois, si ces réserves d'eau ne sont pas bonnes, ben, en démocratie, puisque c'est en régime démocratique, normalement, les choses passent au Parlement, elles sont votées, on explique clairement les différents éléments, le point pour et les points contre, c'est décidé dans les parlements. Il n'y a pas besoin de faire des révolutions et d'amener des bandes armées pour aller faire des victimes parmi les policiers, des victimes parmi les manifestants. Cette guerre révolutionnaire, il faut bien savoir qu'il faut animer le fanatisme, savoir si ces choses sont vraies. On les affirme. On va dire que ces paysans agissent vraiment contre la survie de la planète. Il en va de la survie de la planète. Il en va de l'eau qui manque. L'eau manque. Je ne sais pas si vous avez vu en France que l'eau manque, mais nous pourrions reprendre le décompte que je faisais tout à l'heure. Rennes, 21 degrés, etc., etc. Si vous allez dans le désert, c'est sûr que l'eau manque. C'est sûr que quelquefois, il y a des crues dans certaines parties du monde. Ça a toujours été. Ça a toujours été. Et quelquefois, il y a aussi des phases qui peuvent arriver, même des cycles dans le soleil, qui fait qu'il y a quelquefois des petits réchauffements, quelquefois des refroidissements. Du temps de Louis XIV, il me semble que c'était un refroidissement. Et donc cette eau, dans les pays tempérés, on ne voit pas encore qu'elle manque tant que ça. Et si elle manque, eh bien, comme certaines années, comme cela se faisait auparavant. Hein. Avant, il y avait des famines. Aujourd'hui, nous avons des réserves de blé, des silos à blé, et des réserves d'eau. Des réserves d'eau. Parce que ces paysans qui ont ces cultures, vu qu'ils sont devenus peu nombreux, le fait de nourrir, j'ai lu dans un des commentaires de ceux qui soutenaient ces manifestants que la paysannerie nourrit quand même en France 65% des habitants, et qu'une bonne partie est exportée. Donc leur travail n'est pas vain, ne travaillent pas à rien faire. Ce sont des gens qui travaillent à la subsistance du pays. Et maintenant, on voudrait le faire disparaître alors qu'ils vivent dans des normes, quelquefois plus ou moins respectées, plus ou moins tenues. Ben, c'est à l'État de s'en occuper. C'est pas à des bandes armées d'aller régler les comptes aux uns et aux autres. À moins de décider que nous ne sommes plus en démocratie et que nous devons entrer en guerre les uns contre les autres. À ce moment-là, il faudra que la population s'arme des deux côtés. Mais si nous sommes en démocratie, laissons faire le droit, laissons faire les forces de l'ordre. Les forces de décision qui sont prises dans ces parlements démocratiques. Mais ce n'est pas le biais qui est pris par tous ces mouvements intellectuels qui s'appuient plutôt sur cette lutte des classes. La lutte, c'est-à-dire la guerre. La guerre pour établir l'hégémonie. Et maintenant, je vous lis le texte. Le texte de M. Mélenchon. La voie révolutionnaire choisie au Venezuela, comme dans les autres pays, est une voie qui nous parle. Parce que nous faisons la même chose. C'est un cas concret de révolution. La révolution, ce n'est pas un sujet. C'est un sujet concret. C'est une stratégie qu'il faut mener. Comme nous-mêmes, nous en avons une en France. Nous entendons que ce révolutionnaire, parce que nous ne figurons pas qu'il s'agit de quelqu'un d'autre, la voie révolutionnaire, c'est donc quelqu'un qui parle de révolution, c'est donc un révolutionnaire, et qui agit à la manière révolutionnaire, non pas démocratique. Les choses se passent à l'Assemblée, mais se passe surtout en dehors de l'Assemblée. Dans ces mouvements, dans ces classes que l'on utilise les unes contre les autres, dans ces divisions que l'on va créer, appuyées sur des sciences plus ou moins justes, plus ou moins vraies, et souvent fausses. Donc, la révolution n'est pas un sujet, c'est un sujet concret, c'est une stratégie qu'il faut mener, comme nous-mêmes, nous en avons une en France. La conquête de l'hégémonie politique a un préalable. Il faut tout conflictualiser.
Il faut tout conflictualiser. Voici ce que dit M. Mélenchon. Toute chose doit devenir objet de conflit. Ah, il y a des blancs, c'est un sujet de conflit. Ah, il y a des étrangers, c'est un sujet de conflit. Il faut raciser. Il faut faire une guerre. Les petits blancs n'en ont plus pour longtemps. Il faut opposer. Il faut amener la haine pour faire la révolution. Car la haine, c'est la lutte. La lutte des classes, la lutte des races, la lutte des sectes, des sectaires. C'est la révolution. Donc, avec une orientation politique, un projet politique. Hein. La révolution, c'est pas un sujet, c'est un sujet concret, c'est une stratégie. Entendons bien les mots. Nous sommes en guerre. Il y a une stratégie qu'il faut mener comme nous-mêmes nous en avons une en France. Sachant que la révolution est à l'œuvre, c'est-à-dire la guerre, c'est-à-dire la lutte, la guerre est en place en France, et nous le voyons depuis quelque temps, ce n'est pas une illusion. La conquête de l'hégémonie politique impréalable. Il faut tout conflictualiser. Tout, insiste-t-il, tout, il répète, tout. Il faut tout conflictualiser, tout, dit-il. Si vous laissez passer, les choses passent. Si vous laissez passer, les choses passent avec la grammaire et la syntaxe. Ah, votre révolution, elle ne vaut plus rien, c'est raté. Le consentement à l'ordre. Tout doit être interpellé, tout doit être conflictualisé. Dans un premier temps, c'est ça la leçon, c'est ça les leçons. Alors c'est une leçon à bien entendre. Je m'adresse ici à ceux qui ne sont pas ces révolutionnaires et qui vont s'en prendre plein la figure. Préparez-vous, préparez-vous, car nous connaissons les cibles. Nous sommes mis à la vindicte en étant dit racistes, fascistes. Alors que nous entendons cette dame intellectuelle qui dit elle-même « les petits blancs n'en ont pas pour longtemps ». Donc il s'agit bien d'une guerre de race qui n'est pas déclarée par les peuples français qui ne demandent rien, mais par ces révolutionnaires qui ont une stratégie, qui agissent avec violence. N'oublions pas les révolutionnaires. Que périssent 98% des Russes pourvu que la révolution triomphe. N'oublions pas Pol Pot. 30% de la population tuée. Et n'oublions pas non plus sur les Khmers rouges. Les Khmers rouges, Pol Pot, les Khmers rouges, hein, Vietnam. N'oublions pas la Révolution française, 2 millions de morts, Révolution et l'Empire, 2 millions de morts, rien qu'en France. N'oublions pas toutes les personnes persécutées, dans les conditions les plus atroces, les plus ignobles. Ils ont été mis à la vindicte populaire. On s'est servi des classes constituées pour faire des forces de manœuvre, pour mener la lutte. Ce qui était quelquefois décidé à l'Assemblée, c'était ces sans-culottes qui le mettaient en application. Mais cette Assemblée n'était pas une assemblée très démocratique. Il régnait souvent le bâton de fer. Par exemple, pour le jugement pour la condamnation à mort de Louis XVI, il y avait la menace de mort pour ceux qui ne donnaient pas la mort. Pour ceux qui ne portaient pas la cocarde tricolore, c'était la menace de mort, de prison ou de mort, si on recommençait à ne pas la porter. Donc, sachons où nous sommes, sachons que la guerre est déclarée. Je vais maintenant continuer à montrer comment cette guerre tourne. Parce qu'on pourrait se dire, oh oui, ben d'accord, c'est bien. Après tout, c'est vrai, on est peut-être des vilains racistes. Il faut voir ce qui se passe à l'étranger. Voyons ce qui se passe à l'étranger. Donc, persécution, j'aurais bien aimé trouver les quelques autres références que j'avais mises. Persécution des chrétiens. Là, je vais peut-être trouver ici. Voilà, c'est ici que j'ai pris note. Donc, nous continuons avec cette dame, Ouria Boutelja. Elle, c'est même mouvance, mais plus racisée peut-être. Hein, se sert de ces classes-là
pour mener cette guerre contre le peuple français. Pour abattre la France, en gros. Pour faire qu'elle tombe sous l'hégémonie politique de ce courant révolutionnaire. On ne sait pas ce que c'est, mais eux le savent, et ils ont la stratégie. Donc, les petits blancs n'en ont plus pour longtemps. Ici, voter RN est un acte de guerre contre les Noirs et les Arabes. C'est elle qui dit ça, Ouria Boutelja. Acte de guerre contre un semblable du point de vue de la classe, parce que ceux qui, par exemple, ont voté RN sont souvent les mêmes du point de vue de la classe. Ce sont les classes qui sont le plus en difficulté, qui sont laborieuses, qui travaillent au même titre que ceux qui sont de leur camp. Eux, c'est normalement le camp des travailleurs, mais ils n'ont presque plus de travailleurs, parce que maintenant ils sont au RN. Donc ils ont pris d'autres classes pour arriver à leur fin, à leur hégémonie politique. Donc, du point de vue, contre un semblable du point de vue de la classe et un dissemblable du point de vue de la race. Nous en revenons à la race. Ce discours de race est dans leur bouche, car ça va être là l'objet de cette scission, de cette guerre, de cette division pour régner, pour établir son hégémonie politique. C'est la stratégie. Il faut une stratégie. Souvenons-nous qu'il faut une stratégie pour mettre au banc de la société encore un peu plus tous ceux qui s'opposent à leur plan d'hégémonie. On va dire que ceux qui sont opposés sont forcément l'extrême droite. Ils ne demandent rien, mais ils sont l'extrême droite. Ils veulent simplement continuer à vivre en France, mais s'ils réagissent à ces plans révolutionnaires, on va leur dire que ce sont des fascistes qui sont d'extrême droite. On va les accuser, parce qu'il faut les il faut les faire apparaître comme étant des gens abominables, condamnables, à qui il faudra surtout plus serrer la main. Non, on pourra leur couper la tête, mais pas leur serrer la main. On pourra les assassiner, ça, motus et bouche cousue, mais il ne faudra pas leur... Et tout ce qui sera mis pour les mettre au banc, on le dira. Par exemple, ici nous voyons ces femmes politiques, elles sont assez nombreuses. Je ne sais même pas s'il y a la parité dans les postes de secrétariat, etc. Machin. Je ne suis pas sûr qu'il y ait la parité. Donc, elle se plaint de violence, de pillage, de dégradation. Non, c'est ici, voilà, ici. C'est une femme politique qui dit que le maire, comment ça s'appelle déjà, la ville, je ne me souviens plus. Ah ben, je n'ai pas noté la ville, tiens. Bon, ben, d'une certaine ville, la propriété du maire a été brûlée. Effectivement, c'est par des gens qui voulaient résister à l'implantation d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile qui allait être implanté près d'une école élémentaire. Alors on les accuse de racisme. Mais le problème, c'est que dans ces centres d'accueil, comment dire, il reste des personnes jeunes, oisives, qu'on ne connaît pas, et qui, en différents endroits, on ne sait pas d'où ils viennent, pour quelles raisons sont-ils là. Il y en a qui fuient le pays, non pas parce qu'ils sont persécutés, parce que peut-être ce sont des assassins aussi. Nous n'en savons rien. Nous n'en savons rien. Nous ne connaissons pas les motifs pour pourquoi une personne est persécutée dans un pays. Toutes ne sont pas persécutées, car nous remarquons que parmi tous ces gens qui viennent, nous n'en voyons pas beaucoup d'âgés. Nous ne voyons pas les parents de réfugiés. Non, nous ne voyons que des jeunes qui sont là, la vingtaine, en pleine forme. Ils semblent fuir un régime, mais c'est uniquement ces jeunes-là. Il n'y a pas de... C'est pas toutes les familles avec armes et bagages, comme on pourrait dire. Non. Ce sont des drôles de persécutions qui ne touchent que cette catégorie qui a si grande facilité à se déplacer. Donc, en âge, ils arrivent directement en âge, pourrait-on dire, pour se reproduire, pour avoir des enfants. Dans la pyramide des âges, si on fait le total de ces jeunes qui arrivent en France, nous verrons que s'il n'y a pas une population égale, c'est la meilleure façon pour arriver en grand nombre très vite, c'est de mettre des jeunes qui en plus, pour cette lutte que l'on veut mener contre les petits blancs, seront les mieux armés. Donc ici, c'est simplement une plainte qu'on met ce centre
à côté d'une école élémentaire, avec des enfants. Voilà, de gens qui sont là, qui vont passer leur temps à rien faire pendant un certain temps, à côté d'une école où il y a des enfants. C'est l'objet de la plainte, parce que sinon, ce centre existait déjà un peu plus loin. Donc il s'agissait de le déménager à côté de cette école. Et donc les gens résistaient, mais il y en a qui étaient plus opiniâtres. Alors on traitait tous ces gens-là d'extrême droite. Il faut bien sûr dire que ce sont des racistes et des gens d'extrême droite. Parce que s'ils résistent à ce centre-là, c'est parce qu'ils sont racistes, c'est pas parce qu'ils viennent à côté de cette école. Enfin, voilà, il faut rétablir les choses comme elles sont, si on veut bien comprendre, ce qui se passe, si on veut bien comprendre le mécanisme. Nous avons toute une caste politique qui va jeter l'opprobre sur toute une partie de la population qu'on veut abattre. Pour montrer ça, je peux prendre une autre phrase de M. Mélenchon. Vous allez voir que ce que je dis est tout à fait justifié. Donc, M. Mélenchon, nous prendrons le pouvoir par les communautés racisées. Donc il s'agit de jeter à la vindicte de cette population qui n'est pas racisée, c'est-à-dire les Blancs. C'est ce qu'on appelle qui n'est pas racisé, parce que c'est tout un vocabulaire. Je ne vois pas pourquoi les Blancs ne sont pas racisés, c'est une race. La race des Blancs, une espèce, une race. C'est pas une espèce, c'est une race. Et certains disent qu'il n'y a même pas de race. Mais certains disent qu'il n'y a même pas de race. On dit qu'ils sont racisés. Donc nous prendrons le pouvoir par les communautés racisées. C'est ce que dit M. Mélenchon. Quelle est la Nouvelle-France? Ce sont ces populations racisées. C'est l'hégémonie politique de cette Nouvelle-France telle que je viens de la décrire, par genre, par manière de vivre, par culture, que nous allons appeler à la conquête du pouvoir. Parce que dans parce que nous en connaissons la date et l'occasion en 2027 pour l'élection présidentielle. Voilà ce que dit M. Mélenchon. Il s'agit bien d'une guerre de race. Comprenons-le, et ce ne sont pas les Français qui en sont coupables, car c'est la stratégie révolutionnaire. Les Français sont simplement mis à la vindicte, au banc des accusés, parce qu'ils ne veulent pas se laisser faire. En France, si vous alliez au Mali avec toute une armée pour abattre le Mali, déjà la présence de quelques soldats français indisposés qui étaient là pour défendre contre les agissements de terroristes, ont indisposé tout un peuple. Là ce sont des centaines de milliers de gens que les gouvernements prévoient d'envoyer, que ces gouvernements à tendance révolutionnaire, que ce soit à l'échelle de l'Europe qui prévoit 4 millions, je crois, par an de population qui viendrait de l'étranger, racisée, pour aller dans toute l'Europe. Et en France, ce serait 500 000 par an. C'est racisé pour aller à la conquête du pouvoir. Bon, prenons-le. Quelle est la Nouvelle-France? Ce sont les populations racisées. C'est l'hégémonie politique de cette Nouvelle-France telle que je viens de la décrire. Par genre, par manière de vivre, par culture, que nous allons appeler à la conquête du pouvoir. Donc on continue avec cette Madame Ouria, puis après ça je vais quand même peut-être arrêter, mais simplement pour montrer aussi une chose au sujet de mettre vraiment le peuple français au banc des accusés. Le peuple français, c'est-à-dire en fait ce peuple qui ne veut pas se laisser faire, qui résiste, que ce soit les paysans, que ce soit que ce soit tous ceux qui subissent les pressions économiques, qui sont obligés de financer tous ces mouvements, tous ces gens qui viennent, ils financent eux-mêmes ceux qui vont être leurs bourreaux, ceux qui sont désignés comme étant leurs bourreaux, qui vont faire la conquête hégémonique. Ce sont les Français eux-mêmes qui vont les financer. C'est ce qui est dit, clairement. Ce sont les populations racisées, c'est l'hégémonie politique de cette nouvelle France, telle que je viens de la décrire, par genre, etc., que nous allons appeler à la conquête du pouvoir. Et donc,
Je continue avec Madame Ouria Boutelja. Ah oui, mais on va revenir encore à l'autre. Donc cette personne politique qui condamne ces personnes qui voulaient résister à cette CADA qui était installée près de l'école élémentaire n'ira jamais signaler que à Nantes par exemple, violence, pillage, dégradation, au menu des militants d'extrême gauche qui ont vandalisé l'hôtel de ville de Lyon, ACC Lyon, et la mairie de Lyon du 4e arrondissement pour protester contre l'usage du 49.3. Et le 17 mars, c'est à peu près la même période que l'autre mairie, mais cette personne politique de gauche, d'extrême gauche, de LFI, vraiment, avec acharnement, dénoncer ces gens comme étant d'extrême droite et comme étant la violence même, comme sous-entendant que cette violence augmentait, que c'était la seule violence qui existait en France était due à ces mauvais blancs, à ces racistes, à cette extrême droite, à ces fascistes, à ces nazis. En fait, elle oublie de signaler cela. Et elle oublie aussi de signaler, avant de continuer de signaler ça, je dirais juste une chose, c'est qu'il est marqué ici, de la part du ministère de l'Intérieur, on n'a pas constaté particulièrement une hausse des violences venant de l'extrême droite, mais on a observé une évolution ces dernières années. Oui, les violences politiques structurées par des conflits sont de plus en plus présentes, indique l'orage du ministère à Cosette. Voilà. Ces violences font suite, en majorité, selon le ministère des collectivités territoriales, à l'intervention du maire sur des sujets liés à des troubles ou à l'ordre public, également à l'opposition à des projets locaux d'aménagement de l'urbanisme. Donc il n'y a pas d'augmentation, il est bien dit ici. Hein. On n'a pas constaté particulièrement une hausse des violences venant de l'extrême droite. Maintenant, pour en revenir à ce qui n'est pas dénoncé par cette dame, qui veut jeter l'opprobre sur la population française, 11 millions qui ont voté pour le Front National. Madame Ouria Boutelja déclare être en guerre avec les Noirs et les Arabes. Ce n'est pas le cas. Mais eux sont en guerre. Là, c'est le cas. Nous en avons la démonstration dans ces paroles de ces révolutionnaires qui se déclarent tels. Donc, violence et pillage, dégradation au menu, ici on l'a vu. Le 17 mars, rebelote, en soirée, plusieurs centaines d'entre eux s'en sont pris à leur propre fief, mairie du 4e, jeudi soir et vendredi soir, parce qu'ils, ici c'est marqué, grande tristesse pour notre presqu'île saccagée par des groupes d'extrême gauche. Anne, Braguena, bon, etc., vous prônez la désobéissance civile, vous laissez vos élus justifier la violence, vous y dénoncez jamais l'ultra-gauche. Voilà ce qui est dit. Mais non, parce qu'il y a une stratégie. Il y a une stratégie, il ne s'agit pas de dénoncer l'ultra-gauche qui est la masse révolutionnaire qui veut arriver à ses objectifs. L'objectif, c'est d'abattre. C'est cette guerre qui est menée. Donc ils ne vont pas se dénoncer eux-mêmes, non. Les mauvais, ce sont les autres. C'est pour ça qu'on les combat. C'est ce que disent les révolutionnaires. Les mauvais, ce sont les autres. C'est pour ça qu'on les combat. Notre stratégie. Hein. Donc, je reprends quelques paroles de Madame Ouria Bouteldjihad. L'homme arabe qui fait son coming out homosexuel, c'est un acte de soumission à la domination blanche. Et il n'est même plus tout à fait un homme. Voilà ce que disent ces intellectuels révolutionnaires qui mènent cette guerre des races, qui sont véritablement racistes, qui mènent cette guerre des races, qui veulent arriver à leur révolution de cette manière inique. L'idéologie, je ne suis pas pour ce coming out, déjà je n'aime pas trop qu'on parle anglais, et deuxièmement, alors ça c'est tiré d'un livre de cette Ouria Boutelja, hein. Le livre, est-ce que j'ai noté la référence, Les Blancs, les Juifs et nous, hein. L'idéologie selon laquelle les
Ah oui, les couples mixtes, l'idéologie selon laquelle les couples mixtes c'est beau, c'est pourri. Là, c'est ce qu'elle dit. Là, ce que dit cette dame révolutionnaire. Comprenons-le bien. Alors ici, c'est marqué quoi? La blanchitude est une forteresse. Tout blanc est bâtisseur de cette forteresse. C'est une généralisation fondée sur la couleur de peau avec une connotation négative. Ça s'appelle du racisme. Je n'ai jamais pu dire nous en parlant des Blancs. Vous ne le méritez pas. Et voici ce qui est dit au sujet des sionistes. Les sionistes qui ont acheté les terres en Palestine, qui ont même acheté des endroits désertiques, qui les ont cultivés. Et cela a fait venir des populations qui venaient d'Algérie, qui venaient d'Égypte, qui venaient de différents endroits autour de ces terres mises en valeur par les Juifs, que les Juifs avaient eux-mêmes achetées. Et c'est ainsi que ces populations sont venues autour et travailler en lien avec ces Juifs qui s'étaient installés sur ces lieux désertiques et qu'ils ont rendus fructueux. Il faut savoir cela. Maintenant, cette guerre, il faut savoir que cette guerre hégémonique, on peut l'appeler une sorte de guerre de l'islamo-gauchisme. Et voici quel est l'avenir promis à la France si nous ne mettons pas un rôle là. Je vais vous dire maintenant les persécutions qui sont subies à travers le monde par les peuples chrétiens. Donc discrimination en Cisjordanie ou à Bethléem, à majorité musulmane, favorable aux touristes chrétiens, mais non pas aux habitants. Des membres de minorités chrétiennes forcés par le Hamas de collaborer après avoir subi des menaces de viol ou contre leur famille. Et ça, c'est depuis que le Hamas est en Palestine. C'est-à-dire que il y a une sorte de guerre qui est menée contre les chrétiens en Palestine par les Palestiniens. Personne n'en parle, parce qu'ils établissent leur hégémonie. Il n'y a plus que 1,5% de chrétiens en Palestine. Donc, les persécutions, toujours en Palestine, les chrétiens de la bande de Gaza sont devenus l'objet de violences répétées depuis la consolidation du Hamas, ou l'installation du Hamas. Entre 2007 et 2011, c'est la date de l'article, attentats explosifs contre des écoles, des institutions chrétiennes. Les chrétiens représentent 1,5% de la population. Voilà. Alors, il y a aussi des morts. Question, alors là, j'arrive pas à lire, 2006-2011, absence, arrestation, crime d'attentat, enfin, bon, là, c'est en bas de page. Bon, maintenant je voudrais simplement mettre à travers le monde les persécutions, par exemple, anti-chrétiennes, pour montrer que là où l'islam s'impose, il ne faut pas croire que ce soit, comment dire, le vivre ensemble. La règle de l'islam, c'est que c'est la dimitude pour ceux qui ne sont pas, musulmans. Et ça, la dimitude est vieille comme l'islam. C'est-à-dire qu'on paye pour avoir le droit de vivre, sinon on peut être tué tout simplement. Alors, persécution, ici. En Turquie, après le génocide arménien, l'expulsion des Grecs, la proportion des chrétiens est passée de 35 à 0,2% aujourd'hui. Disparition des chrétiens et des juifs en terre d'islam. Radicalisation, voilà, par l'immigration, cet islam de plus en plus intolérant s'implante dans les pays qui demeurent de culture judéo-chrétienne. En 2022, 94% des personnes tuées en raison de leur foi chrétienne l'ont été sur le continent africain.
Alors, c'est l'index mondial de la persécution des chrétiens. Le nombre de chrétiens tués a augmenté de 88% depuis 2019, passant de 2983 à 5621. Nigeria aussi. Nigeria, je crois qu'il y a 2 par jour qui sont tués. Nigeria, en gros, quoi. Et aussi Congo, Mozambique, Cameroun, Burkina Faso, Centrafrique. Destruction des églises en Chine. Les chrétiens du Liban sont passés de à peu près avant-guerre, dans les années 30, c'était 55%. Et ils font aujourd'hui, je crois, 35%. C'est encore important. Mais il y a une tendance à fuir, non pas forcément à cause des guerres qu'il y a eu par le passé, encore récemment, dans les années 80, il me semble. Mais maintenant, c'est aussi pour fuir la misère dans laquelle ils se trouvent. Donc un bon nombre vont faire des études ailleurs et ne reviennent pas. Parmi la jeunesse, peut-être ces chrétiens-là sont eux aussi condamnés à disparaître du Liban. Donc destruction des églises en Chine, on l'a vu. Hors du Liban, il y aurait 14 millions de Libanais chrétiens. Hors du Liban. Alors ici, persécution chrétien d'Orient, proche d'un génocide dans certaines régions dans le monde. C'est la Croix du 8 mai 2019. Selon un rapport commandé par le secrétaire d'État britannique, Jeremy Hunt, les croyants persécutés sont chrétiens dans une écrasante majorité, 80%, avec risque d'éradication ou de disparition. Irak, on est passé de 1,5 million à 200 000 habitants. 1,5 million en 2003 à 200 000 habitants. En Syrie, on est passé de 1,7 million à 450 000. Donc toujours la même date, avec ça s'appelait l'État islamique. Discrimination en Asie du Sud-Est, en Afrique subsaharienne, avec autoritarisme d'État. Donc il faut savoir que quand on n'est plus maître chez soi, on est persécuté. Donc sachons bien, les petits blancs, comme disait cette dame, les petits blancs n'en ont plus pour longtemps. Ouria, Boutelja, sachons à qui nous avons affaire quand nous écoutons ces personnes, si nous sommes admiratifs, et sachons pour cette gauche qui est islamo-gauchiste, qui mène son combat révolutionnaire, que quand ils auront introduit l'islam en France et qu'il sera largement majoritaire, ils seront les premières victimes. Parce que, en général, ceux qui sont de la gauche ne sont pas connus pour être particulièrement pieux. Les chrétiens peut-être un peu plus. Donc les chrétiens auraient peut-être un peu plus le droit de vivre. Ce n'est pas sûr. Je ne pense pas. Donc, éradication des chrétiens et d'autres minorités par l'épée s'est révélé être l'objectif spécifique et déclaré de certains groupes extrémistes en Syrie, en Irak, en Égypte, au Nigeria, au nord-est du Nigeria et aux Philippines. Étude faite après les menaces de mort sur Asia Bibi pour blasphème au Pakistan. Les chrétiens d'Orient, le christianisme est en train de disparaître des terres qui l'ont vu naître. Voilà. Donc ne nous y trompons pas. Peuple de France, Thierry Lafronde est de retour. Mais le cantique, j'ai écrit un petit cantique sur Thierry Lafronde, c'est Thierry Lafronde est de retour avec sa fronde de l'amour. Bon, etc. N'oublions jamais, ne nous laissons pas vaincre dans notre âme. C'est cette âme, nous sommes ce temple de Dieu. Ne nous laissons jamais vaincre. Et soyons sûrs que nous avons une perle précieuse. Cette perle précieuse, c'est ce don de Dieu. Et qu'il nous faut tout vendre pour garder cette perle précieuse. Mais nous pouvons combattre aussi pour notre survie. Sachons ne pas nous laisser berner. Sachons résister. Maintenant, le combat de la résistance et le combat de la foi. Les deux. Combat de la foi. Résistons à
à ce mensonge révolutionnaire, à cette haine révolutionnaire. Et ne sombrons pas dans la haine révolutionnaire. C'est le premier combat que nous avons. Et demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, dans cette marée noire qui semble devoir tout dévaster. Car ils tiennent tous les postes clés, tiennent les médias, tiennent les opinions. Donc, informons-nous. Ne nous laissons pas non plus avoir par ces discours élémentaires qui s'attaquent en premier à la foi. Discours, quelquefois, qui veulent avoir une forme scientifique, afin d'appuyer davantage, de donner davantage de force à leur discours révolutionnaire. Voilà, Français, Françaises, je vous ai compris. Demandons la grâce de Dieu de mener ce bon combat de la foi véritable. Peut-être il nous faudra avoir nous aussi des stratégies pour résister à cette éradication programmée. N'oublions pas, les petits blancs n'en ont pas pour longtemps. Ouria Boutedjihad. Normalement c'est Boutedjia, mais moi je dis Boutedjihad, sauf que c'est pas une guerre sainte. C'est jamais la guerre sainte. L'islam, ce n'est jamais la guerre sainte. C'est toujours la guerre contre le Christ, vrai Dieu et vrai homme. Donc, tenons fidèles. Tenons fidèles, c'est-à-dire dans l'amour, la fidélité à notre Dieu, à ses commandements, à ses lois, ses préceptes, dans son amour, dans sa connaissance. En premier, cherchons en premier le royaume des cieux. Le reste viendra en surplus. Et si nous sommes fidèles, nous serons assistés de notre Dieu. Notre Dieu tout-puissant, rien à craindre. Mais sachons cependant qu'il y a eu d'autres fidèles dans d'autres nations, que ces nations ont disparu. Donc, résistons pendant qu'il est temps. Menons le bon combat. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie. Et utilisons cette arme des chrétiens qui est le chapelet. Le chapelet. Pour méditer tous ces mystères de la vie, de la passion de notre Seigneur, de voir combien d'humiliations il a subi dans sa vie, combien de haine il a subi, combien de combats il a dû tenir pour nous donner cette victoire sur le monde, cette victoire de l'amour, qui nous fera entrer dans son royaume éternel. Ici-bas, la France est un royaume qui n'est pas éternel, mais notre patrie céleste, c'est ce royaume éternel. Donc menons ici-bas le bon combat, dans l'amour véritable, dans la fidélité au Christ, l'amour de sa très sainte mère qui nous l'a donné. Et nous aurons toute grâce pour tenir dans cette grâce divine, dans cet amour de Dieu, qui est le trésor des trésors. Un révolutionnaire cherche le monde et rampe à terre comme le serpent. Nous avons le cœur en Dieu. Notre vie est cachée avec lui, en Dieu, avec le Christ, mort par ce monde inique et ressuscité dans la grâce divine. Soyons toujours, quoi que nous fassions, dans sa présence. Demandons toujours cette grâce à la très sainte Vierge Marie, le canal de toutes les grâces. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. N'ayons pas peur, si nous péchons, si nous chutons, d'aller nous confesser, car nous obtiendrons un surcroît de grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.